Le jour où ma banque m'a demandé pourquoi j'avais arrêté de rembourser un prêt de 18 700 €, j'ai cru à une erreur. Puis, j'ai reconnu l'adresse email de ma mère dans le dossier. Je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans, et je gagne ma vie comme technicien de maintenance d'ascenseur. Ce n'est pas le métier le plus glamour du monde, mais j'aime bien, les gens râlent quand ça ne marche pas, et ils oublient votre existence quand tout fonctionne, ce qui me convient très bien. Je vis à Créteil, dans un appartement de 2 pièces que je loue depuis 6 ans, avec une cuisine trop étroite, un radiateur qui claque l'hiver et une voisine du dessus qui passe l'aspirateur comme si elle voulait poncer le parquet. Dans ma famille, j'ai toujours été celui sur qui on peut compter. Mon petit frère, Bastien, lui, a toujours été celui qu'il faut comprendre. Chez nous, l'argent n'a jamais été un sujet simple. Pas parce qu'on était vraiment pauvres, mais parce que mes parents avaient cette façon de transformer chaque dépense en preuve d'amour. Si tu donnais, tu étais quelqu'un de bien. Si tu demandais pourquoi, tu devenais égoïste. Ma mère, Monique, 63 ans, savait faire ça avec une douceur terrible. Elle disait rarement les choses de front. Elle soupirait, posait une main sur son front, parlait de famille, de fatigue, de périodes difficiles. Mon père, Gérard, 66 ans, parlait moins, mais quand il parlait, il fallait que la discussion s'arrête avec lui. Bastien a 5 ans de moins que moi. Il a eu 3 projets sérieux en 4 ans, une boutique en ligne de vêtements recyclés, une formation de coach sportif, puis une activité de réparation de vélos électriques qui, d'après lui, allait exploser. À chaque fois, mes parents disaient qu'il était courageux, qu'il tentait des choses, qu'il fallait l'encourager. Quand il abandonnait, ce n'était jamais parce qu'il n'avait pas tenu. C'était le marché, l'administration, les banques, les clients, les charges, la France qui n'aidait pas les jeunes. Moi, quand j'ai demandé un coup de main pour ma caution d'appartement à 24 ans, mon père m'a répondu, à ton âge, on apprend à se débrouiller. Je m'étais débrouillé. J'avais travaillé le samedi avec un artisan qui posait des portes palières, mangé des pâtes premier prix pendant 3 mois, refusé 2 sorties parce que je comptais mes tickets restaurant, et je n'en avais plus reparlé. Mais ce genre de phrase reste quelque part dans la gorge, même quand on fait semblant d'avoir avalé. Depuis 2 ans, mes parents me demandaient de leur verser 420 € par mois. Au début, c'était présenté comme provisoire. Ma mère m'avait appelé un soir, pendant que je rentrais en métro après une intervention près de Montparnasse. La ligne 8 était bondée, j'avais encore l'odeur de graisse sur les mains malgré le savon, et elle parlait doucement, presque honteuse. Elle m'a expliqué qu'ils avaient eu un mauvais enchaînement avec la voiture, une régularisation d'impôts et les charges de copropriété qui tombaient mal. C'était juste le temps de remonter la pente. Mon père avait pris le téléphone derrière elle pour ajouter qu'il ne voulait pas se retrouver fiché pour une bêtise. J'ai accepté. Sans grande conviction, mais j'ai accepté. Sur mon application bancaire, j'avais créé un virement permanent le 5 de chaque mois, avec pour libellé aide-parents. Je me disais qu'ils m'avaient nourri, logé, accompagné quand j'étais gamin. Je pouvais bien les aider quelques mois. Quelques mois sont devenus 2 ans. Parfois, je demandais si ça allait mieux. Ma mère répondait toujours à côté. Elle disait que mon père dormait un peu mieux, qu'ils avaient presque rattrapé leur retard, ou bien elle soulignait qu'heureusement que j'étais là, car mon frère, lui, était encore en train de construire quelque chose. Je sentais que quelque chose sonnait faux, mais je ne voulais pas me comporter comme un huissier avec mes propres parents. J'avais même honte de regarder mes comptes en me disant que ces 420 € auraient payé mes vacances, mes pneus, ou simplement un peu d'air. Le mardi où tout a commencé, j'étais dans le local technique d'un immeuble à Saint-Mandé. Un ascenseur hydraulique refusait de repartir, le gardien me demandait toutes les 10 minutes si ça allait être long, et mon téléphone a vibré dans la poche de mon pantalon de travail. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. L'homme au bout du fil s'est présenté, « Bonjour, je suis Monsieur Vacher, de votre banque. Je vous appelle au sujet du prêt personnel dont les échéances ne passent plus depuis 2 mois. » J'ai d'abord cru qu'il s'était trompé de client. Il avait un ton tellement administratif, tellement plat, que mon cerveau a mis quelques secondes à comprendre le contenu de la phrase. Je lui ai demandé de quel prêt il parlait. Il a précisé qu'il s'agissait d'un prêt personnel de 18 700 €, souscrit il y a 18 mois, et que les mensualités de 419,86 € n'étaient plus honorées depuis 2 échéances. J'ai essuyé ma main sur un chiffon déjà sale et je me suis appuyé contre le mur. Je lui ai affirmé que je n'avais jamais souscrit ce prêt.
Il y a eu un silence de l'autre côté. Pas un silence de téléfilm. Un vrai silence de bureau, gêné, avec quelqu'un qui comprend que la conversation vient de changer de catégorie. Il a remarqué que l'adresse de contact dans le dossier était différente de celle que j'utilisais habituellement. Je lui ai demandé quelle était cette adresse, et il me l'a appelée. Au début, je n'ai pas reconnu. Puis les lettres se sont mises dans le bon ordre. C'était une vieille adresse email de ma mère, celle qu'elle utilisait pour les commandes en ligne, les cartes de fidélité et les messages de la mairie. J'ai demandé un rendez-vous à l'agence. Monsieur Vacher m'a proposé le lundi suivant. J'ai répondu que je voulais le voir le plus vite possible, pas lundi. Il a fini par me trouver un créneau le lendemain en fin d'après-midi. Le soir même, j'ai appelé ma mère. Je n'ai pas attaqué directement. J'étais encore dans cette période stupide où une partie de moi espérait une explication simple, un homonyme, une erreur informatique, n'importe quoi qui ne mette pas ma famille au milieu. Je lui ai demandé si elle savait pourquoi la banque m'appelait pour un prêt. Elle a soupiré, comme si je venais de lui annoncer que j'avais oublié d'acheter du pain, et m'a dit de ne pas en parler maintenant car mon père était fatigué. J'ai insisté. Elle m'a répondu qu'on m'expliquerait dimanche. J'ai haussé le ton en lui rappelant que ma banque m'appelait pour un prêt à mon nom et qu'elle voulait attendre dimanche. Sa voix s'est durcie, à peine, pour me demander de ne pas faire d'histoire au téléphone. Ne fais pas d'histoire. Cette phrase m'a mis plus en colère que tout le reste. Parce qu'elle voulait dire, on sait déjà, mais on va décider quand tu as le droit de comprendre. Je suis resté silencieux quelques secondes. Elle a ajouté de venir manger dimanche, qu'on parlerait calmement et que Bastien serait là aussi. J'ai demandé pourquoi Bastien devait être présent, et elle m'a répondu que c'était une histoire de famille. J'ai raccroché sans dire au revoir. Ça ne m'arrivait jamais. Le dimanche, je suis allé chez mes parents à Champigny. J'ai pris le RER puis un bus, comme quand j'étais étudiant. Sur le trajet, j'ai regardé défiler les pavillons, les boulangeries, les arrêts où des gens montaient avec des sacs de courses. Tout avait l'air normal. C'est ça qui me faisait peur, le monde continuait pendant que mon nom était peut-être coincé dans une dette que je n'avais pas choisie. Bastien était là, évidemment. Installé sur le canapé, basket neuve, téléphone neuf, air épuisé de quelqu'un qui se remet d'une grande injustice. Il m'a lancé un salut sans se lever. Ma mère avait préparé un rôti avec des pommes de terre au four. C'était toujours comme ça, quand une discussion devait être désagréable, elle sortait le plat familial, comme si le repas pouvait adoucir les mensonges. On a mangé presque normalement. Mon père a parlé d'un voisin qui voulait faire voter des travaux en assemblée de copropriété. Ma mère m'a demandé si les ascenseurs tombaient souvent en panne. Bastien a raconté qu'il était sur un gros contact pour son activité de vélos électriques. Je l'écoutais avec une attention nouvelle. Il parlait comme quelqu'un qui avait répété devant un miroir. J'ai attendu le café. Puis j'ai posé mon téléphone au milieu de la table et j'ai dit, je veux savoir pourquoi un prêt à mon nom existe. Mon père a regardé ma mère. Ma mère a regardé Bastien. Bastien a regardé son assiette. Puis mon père a lâché, on a fait ce qu'il fallait pour que la famille ne coule pas. J'ai demandé ce que cela voulait dire. Il a répondu que parfois, dans une famille, on ne regardait pas seulement son petit confort personnel. Je me souviens d'avoir posé ma tasse très doucement. Je faisais attention à mes gestes, comme si un mouvement trop brusque pouvait leur donner une excuse pour dire que j'étais agressif. Je leur ai précisé que je ne demandais pas une version acceptable, mais ce qui s'était passé. Ma mère a commencé à pleurer. Pas de grosses larmes spontanées. Plutôt ce petit tremblement de voix qu'elle maîtrisait très bien. Elle m'a demandé si je croyais qu'ils étaient fiers de devoir faire appel à leur fils. Je lui ai fait remarquer qu'ils ne m'avaient rien demandé, mais qu'ils avaient utilisé mon nom. Mon père a rétorqué que je ne savais pas tout. Je les ai invités à s'expliquer. Bastien s'est redressé. Il avait gardé sa veste sur le dossier de sa chaise, comme s'il pouvait partir à tout moment. Il m'a dit de me calmer, que ce n'était pas comme si j'étais à la rue puisque j'avais un salaire stable. Je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose s'est fissuré définitivement. Pas encore cassé, mais fissuré. J'ai regardé mon frère. Il ne semblait pas inquiet pour moi. Il semblait agacé que je ralentisse la machine. J'ai demandé à quoi avait servi ce prêt. Mon père a répondu immédiatement qu'il avait servi à régler des urgences, des frais, des découverts,
des choses que je ne comprendrais pas si on me les expliquait comme ça. J'ai répondu froidement, essayez. Ma mère a essuyé ses yeux avec une serviette et a murmuré qu'il ne voulait pas m'inquiéter. Je me suis levé. Mon père m'a demandé si je partais déjà. J'ai confirmé, en ajoutant que j'allais demander les documents à la banque et qu'on parlerait ensuite. Ma mère a soupiré et m'a demandé si j'allais vraiment traiter mes parents comme des étrangers. Je lui ai répondu sans crier, pour l'instant, ce sont des étrangers qui savent mieux que moi ce qu'il y a dans un prêt à mon nom. Le lendemain, je suis allé à l'agence. C'était une agence bancaire comme il y en a partout en Île-de-France, façade propre, affiche sur l'épargne, distributeur qui bipait, conseiller d'accueil qui demandait aux gens déjà nerveux s'ils avaient rendez-vous. Monsieur Vacher m'a reçu dans un bureau vitré où on entendait presque la photocopieuse respirer. Il avait devant lui un dossier papier et une tablette. Il n'avait pas l'air méchant, juste embêté. Embêté comme quelqu'un qui préférerait que la procédure soit simple. Il m'a expliqué qu'il allait me montrer les éléments, mais que pour obtenir une copie complète, il faudrait une demande écrite. Je lui ai assuré que je la ferais. Il a ouvert le dossier. Mon nom. Mon ancienne adresse, celle de mes parents. Mon numéro de sécurité sociale. Une copie de ma carte d'identité, périmée depuis peu au moment de la souscription. 2 anciennes fiches de paie, datant de l'époque où j'habitais encore chez eux. Un justificatif de domicile à leur adresse. Et une signature. Elle ressemblait à la mienne si on ne me connaissait pas. Mais moi, je l'ai vu immédiatement, la boucle du M était trop ronde, et la fin de mon nom partait vers le haut. Comme celle de mon père quand il signait les chèques pour le club de pétanque. J'ai déclaré calmement que cette signature n'était pas la mienne. Monsieur Vacher a gardé son stylo immobile et m'a demandé si j'en étais certain. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai répondu que je signais mon nom depuis 15 ans sur des rapports d'intervention, et que j'en étais absolument certain. J'ai demandé qui avait déposé le dossier. Il a hésité. Il a utilisé des phrases prudentes, des phrases de banque. Il m'a expliqué que la demande avait été initiée en ligne, puis complétée en agence par un proche mandaté, et que le dossier indiquait un dépôt par mon père, sur la base d'un mandat. Il m'a montré un document numérisé censé m'autoriser à déléguer le dépôt du dossier. Je n'avais jamais signé ça non plus. En bas du papier, il y avait une tache de café, petite, brune, un peu étalée. C'est ridicule, mais c'est cette tache qui m'a retourné l'estomac. Mes parents avaient une vieille chemise cartonnée beige, toujours posée près de leur micro-ondes, tachée exactement au même endroit depuis des années. Ils y rangeaient les papiers importants, attestation d'assurance, avis d'imposition, facture d'électricité, double de clés scotchées dans des enveloppes. Je pouvais presque sentir l'odeur du café froid et du papier poussiéreux. La colère n'est pas arrivée tout de suite. D'abord, j'ai eu honte. Honte d'être assis là, devant un conseiller bancaire qui voyait ma famille comme un dossier de fraude. Honte d'avoir envoyé 420 € par mois sans jamais exiger de justificatif. Honte d'avoir confondu discrétion et loyauté. Puis j'ai pensé à Bastien, à ses baskets neuves, à ma mère qui pleurait au bon moment, à mon père qui parlait de famille. J'ai demandé l'historique des prélèvements. Monsieur Vacher m'a expliqué qu'il ne pouvait pas tout imprimer immédiatement, mais il m'a montré les grandes lignes. Les échéances du prêt avaient été prélevées depuis un compte commun au nom de mes parents. Ce compte était alimenté, chaque mois, par mon virement de 420 €. Le montant n'était pas approximatif. Il correspondait presque exactement à l'échéance. Donc l'argent que je croyais donner à mes parents pour éviter un découvert servait à rembourser un prêt contracté à mon nom sans mon accord. Je suis sorti de l'agence avec une copie de ma demande écrite, un accusé de réception, et une sensation bizarre dans les jambes. Dans la rue, les gens sortaient du supermarché avec des sacs trop lourds. Un livreur de repas attachait son antivol. Une dame grondait son chien. Tout était pareil, et moi je venais de comprendre que mes parents m'avaient transformé en débiteur silencieux. Le plus choquant est arrivé 2 jours plus tard, quand monsieur Vacher m'a transmis une partie des documents par messagerie sécurisée. Dans le dossier de prêt, il y avait une facture jointe pour justifier l'utilisation des fonds, matériel professionnel et aménagement de local. Le nom commercial indiqué était celui de Bastien. Le fameux atelier de réparation de vélos électriques. J'ai cherché l'adresse du local pendant ma pause déjeuner. Ça donnait sur une zone d'activité en périphérie, près de Bonneuil. Sur Internet, ça ne ressemblait pas à un atelier,
plutôt à un site de box de stockage avec des portes métalliques alignées. Claire, ma collègue et amie, m'a trouvé penché sur mon téléphone devant la machine à café. Elle a remarqué que j'avais une tête de type qui venait de lire un devis d'ascenseur des années 80. Je lui ai raconté. Pas tout au début. Juste assez pour entendre les mots à voix haute. Claire a 36 ans, elle travaille à la planification des interventions, et elle a cette qualité rare de ne pas paniquer à la place des autres. Elle écoute d'abord. Elle juge après, quand il faut. Elle a vérifié le numéro d'immatriculation de l'entreprise de Bastien sur son ordinateur. Rien d'illégal, rien de secret. Juste des informations publiques. L'entreprise avait été radiée au bout de 7 mois pour absence d'activité déclarée. Pendant tout ce temps, Bastien racontait à tout le monde qu'il avait trop de clients, qu'il allait embaucher un apprenti, qu'il négociait avec une mairie pour entretenir des vélos en libre service. Claire a levé les yeux vers moi et a soupiré mon prénom. Je lui ai dit de parler. Elle a été directe, ton frère a monté du décor. Et tes parents t'ont fait payer le décor. J'ai eu envie d'aller chez eux et de hurler. Je l'ai même fait dans ma tête au moins 50 fois. Je les voyais ouvrir la porte, je les voyais mentir, je me voyais taper du poing sur la table. Mais Claire m'a arrêté avant que je parte dans mon scénario. Elle m'a conseillé, ne leur donne pas une scène. Donne-toi des preuves. C'était simple. Presque froid. Mais c'est la phrase qui m'a empêché de faire la seule chose qui les aurait arrangés, exploser, pour qu'ils puissent dire ensuite que j'étais instable. J'ai arrêté de répondre aux appels pendant 3 jours. J'ai sauvegardé les messages. Ma mère m'en a envoyé 12. Elle écrivait qu'on devait parler calmement, que mon père dormait mal à cause de moi, que Bastien ne méritait pas d'être détruit pour une erreur. Elle insistait sur le fait que j'avais toujours été plus solide que lui, qu'il n'avait pas eu le choix, qu'ils avaient fait ça pour la famille. Et puis ce dernier message, à 22h43, ce n'est pas de la fraude quand c'est la famille. Je l'ai relu longtemps. L'écran s'éteignait, je le rallumais. Ce n'est pas de la fraude quand c'est la famille. Je ne savais même pas si elle comprenait ce qu'elle venait d'écrire. En une seule phrase, elle avait résumé 2 ans de mensonges. J'ai pris rendez-vous avec Maître Roussel, une notaire recommandée par un collègue qui avait eu un problème d'indivision avec ses frères. Son étude était près de la mairie, dans une rue calme, avec une plaque dorée et une salle d'attente où les magazines dataient de l'année précédente. Je pensais qu'elle allait me dire de déposer plainte directement. Elle a été plus précise, et beaucoup plus utile. Elle m'a fait raconter les faits dans l'ordre, sans me couper. Puis elle a posé ses lunettes sur le bureau. Elle m'a fermement conseillé de ne plus parler au téléphone à partir de maintenant, surtout pas avec mes parents. Je devais garder les preuves, contester officiellement le prêt auprès de la banque, demander la copie complète du dossier et signaler que la signature était contestée. Elle m'a dit de cesser tout versement, et si la banque confirmait l'usage abusif de mes documents, de déposer plainte ou, au minimum, de préparer le dépôt avec un avocat. Je lui ai avoué que je ne voulais pas les détruire. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas été dure non plus. Elle m'a simplement rappelé que ce n'était pas moi qui avais signé à la place de quelqu'un d'autre. Je suis sorti de son bureau avec une sensation étrange, pour la première fois, le problème avait des étapes. Pas des cris, pas des reproches, pas des dimanches pourris. Des étapes. Contestation. Document. Écrit. Accusé de réception. Main courante si nécessaire. Plainte si nécessaire. Le soir même, j'ai envoyé un email à mes parents, avec Bastien en copie. Je l'ai relu 10 fois avant d'appuyer sur envoyer. Pas d'insultes, pas de romans, pas de menaces inutiles. J'écrivais que je contestais formellement le prêt souscrit à mon nom et que je cessais immédiatement tout versement. Je leur demandais de me transmettre avant vendredi tous les documents liés à cette opération, ainsi que l'usage exact des fonds, en précisant que toute communication devrait désormais se faire par écrit. Mon père a appelé 9 fois dans l'heure. Ma mère 4 fois. Bastien m'a envoyé un message pour me demander si j'étais sérieux. Je n'ai pas répondu. Le vendredi soir, mes parents ont débarqué chez moi sans prévenir. Je rentrais d'intervention, encore en pantalon de travail, avec un petit sandwich dans mon sac parce que je n'avais pas eu le courage de faire des courses. Ils étaient devant l'entrée de l'immeuble. Ma mère avait les yeux rouges. Mon père avait cette mâchoire serrée qui, enfant, me faisait rentrer la tête dans les épaules. Il m'a ordonné de les faire entrer. J'ai regardé le digicode,
puis la porte, puis eux, et j'ai répondu « non ». On peut parler ici, ou pas du tout. Il a regardé autour de lui. Une voisine sortait avec un sac de courses. Un type du 3e descendait ses poubelles. Mon père détestait l'idée qu'on puisse entendre. C'était nouveau. D'habitude, c'était moi qui avais honte. Ma mère a serré son manteau contre elle, la voix tremblante. Elle a dit qu'ils avaient paniqué, que Bastien allait se retrouver dans une situation impossible. J'ai demandé dans quelle situation moi je me retrouvais. Mon père a répondu à sa place, tu avais la capacité d'absorber. Absorber. Comme une éponge. Comme un mur sur lequel on projette l'eau sale avant de dire qu'il est fait pour ça. Je crois que c'est le mot qui m'a sauvé. Avant, j'aurais peut-être encore cherché une excuse. J'aurais pensé à leur âge, à l'histoire familiale, au Noël, à ma mère qui gardait mes dessins d'école dans une boîte, à mon père qui m'avait appris à changer une roue. Mais là, il venait de résumer ma place, j'étais celui qui absorbe. J'ai ouvert mon sac et sorti une enveloppe. Dedans, il y avait les copies, la signature, le mandat, les emails, les captures des messages, l'extrait de radiation de l'entreprise de Bastien, l'adresse du box présenté comme local professionnel. Je leur ai annoncé que je n'allais pas discuter d'un faux document autour d'un café. La banque avait ouvert une contestation interne, j'avais consulté une notaire et un rendez-vous était prévu au commissariat s'il refusait de reconnaître les faits. Ma mère a porté une main à sa bouche, choquée, demandant si j'allais vraiment porter plainte contre mes parents. Je lui ai rappelé qu'ils avaient signé à ma place. Mon père a levé la voix, m'accusant de vouloir envoyer mon frère au tribunal pour de l'argent. Je lui ai répondu que Bastien s'y était envoyé tout seul, et qu'il lui avait juste tenu la porte. À ce moment-là, Bastien est arrivé. Je ne savais même pas qu'il était dans la voiture. Il a traversé la petite cour de l'immeuble avec son blouson trop cher et son air de victime professionnelle, me lançant que j'abusais et que je savais très bien qu'il comptait me rembourser. Je l'ai regardé venir jusqu'à nous et je lui ai demandé, avec quelle entreprise? Celle qui est radiée? Ou celle que tu inventes au repas de famille? Il a blêmi. Ma mère s'est retournée vers lui. C'était la première fois que je la voyais douter de Bastien en direct. Pas douter de moi, pas douter de la forme, douter de lui. Elle lui a demandé ce que je voulais dire. Bastien a haussé les épaules, marmonnant que c'était administratif, une pause, et qu'il devait relancer son activité ensuite. Ma mère lui a rappelé qu'il avait affirmé avoir des clients. Il a esquivé en parlant de contact, prétendant que c'était pareil au début. J'ai embrayé sur le local. Il m'a lancé un regard noir, affirmant que c'était temporaire. Je l'ai corrigé, c'était un box. Mon père a serré les poings, décrétant qu'on n'était pas là pour faire le procès de Bastien. J'ai rétorqué que si, c'était exactement ce qu'ils avaient voulu éviter en mettant mon nom à la place du sien. Bastien a soufflé, affirmant que les banques faisaient ça tout le temps et que la signature n'était qu'un détail technique. Un détail technique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lu à voix haute le message de ma mère, ce n'est pas de la fraude quand c'est la famille. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes. On entendait seulement la porte de l'immeuble qui se refermait mal et le tramway au loin. Puis mon père a demandé, plus bas, ce que je voulais. Je voulais qu'ils écrivent la vérité. Ce soir-là. Je voulais qu'ils reconnaissent par écrit l'utilisation de mes documents, le faux mandat, et l'affectation de mes virements au remboursement du prêt. J'exigeais aussi un échéancier signé pour que Bastien me rembourse chaque euro que j'avais versé, en précisant que sinon, le lendemain matin, je déposerais plainte sans prévenir personne. Ma mère s'est mise à pleurer pour de bon cette fois. Pas parce qu'elle découvrait ce qu'elle avait fait. Parce qu'elle découvrait que ça ne marchait plus. Elle a gémi que je leur demandais de s'accuser eux-mêmes. Je les corrigeais, je leur demandais d'écrire ce qu'ils avaient fait. Elle a répété qu'ils voulaient protéger mon frère. Je lui ai expliqué que le problème n'était pas que Bastien ait eu peur, mais qu'il m'ait choisi comme solution sans me prévenir. Mon père a essayé une dernière fois, suggérant qu'on pourrait régler ça entre nous. Je lui ai confirmé que c'était ce que je faisais. Par écrit. Ils sont repartis sans monter. Bastien a voulu me lancer une phrase en passant, mais il s'est arrêté au milieu. Peut-être qu'il a compris que je n'allais plus lui donner de scène. Ils ont envoyé l'email à 23h18. 3 paragraphes mal écrits, pleins de justifications. Ils essayaient encore de se présenter comme des gens dépassés par les événements. Mais au milieu,
il y avait l'essentiel, il reconnaissait avoir utilisé mes documents personnels, transmis une signature que je contestais, et affecté mes virements mensuels au remboursement du prêt souscrit à mon nom. Bastien avait ajouté 2 lignes, probablement dictées par mon père, où il reconnaissait avoir bénéficié des fonds pour son activité et ses dettes personnelles. Je n'ai pas répondu avec des insultes. J'ai transféré l'email à Monsieur Vacher et à Maître Roussel. Puis j'ai fait des captures, exporté le fichier, imprimé une copie au bureau le lundi matin. Claire m'a vu sortir les feuilles de l'imprimante et m'a demandé si je tenais debout. Je lui ai dit que pas tout à fait, et elle a hoché la tête, estimant que c'était déjà pas mal. La suite n'a pas été spectaculaire. Il n'y a pas eu de grande scène au tribunal, pas de juge qui tape du marteau, pas de révélation avec musique dramatique. Il y a eu des courriers recommandés, des formulaires, des rendez-vous où on vous demande 3 fois la même chose, des nuits où je me réveillais à 4 heures du matin en imaginant mon nom coincé dans un fichier de mauvais payeurs. La banque a suspendu les prélèvements le temps de l'enquête interne. Monsieur Vacher, qui au début semblait surtout vouloir éviter un problème à son agence, a fini par faire correctement les choses. Il m'a demandé un courrier manuscrit contestant la signature, une copie de ma pièce d'identité actuelle, un relevé prouvant mes virements vers le compte de mes parents, et les échanges écrits où il reconnaissait les faits. Maître Roussel m'a aidé à formuler les phrases sans en faire trop, en me rappelant que le factuel suffisait. J'ai déposé une plainte. Pas dans un élan de vengeance, pas avec plaisir. Au commissariat, l'agent a pris ma déposition derrière un bureau où un calendrier de prévention routière était accroché de travers. Il m'a demandé si j'étais sûr de vouloir aller au bout. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une erreur, car une erreur, c'est oublier une date, mais que là, quelqu'un avait délibérément signé à ma place. Quelques semaines plus tard, le prêt a été requalifié comme dossier frauduleux. La banque a annulé ma responsabilité sur le solde et a engagé ses propres démarches pour récupérer les sommes. Mes parents ont dû rembourser une partie dans le cadre d'un accord. Je n'ai pas cherché à tout connaître de leurs arrangements avec la banque. J'avais assez vécu dans leur compte. Bastien a été obligé de vendre sa voiture, son matériel et quelques objets qu'il affichait fièrement sur les réseaux sociaux. Un vélo électrique haut de gamme, une tablette, du matériel d'atelier presque neuf. Il m'a remboursé une partie directement, puis le reste via un échéancier validé par écrit. Les virements arrivaient avec des libellés secs, comme remboursement M, comme s'il refusait même de taper mon prénom. Ça m'allait. Je ne voulais pas de chaleur, je voulais des traces. Dans la famille élargie, évidemment, l'histoire a muté avant de se stabiliser. Au début, j'étais celui qui traîne ses parents dans la boue. Une cousine m'a envoyé un message pour me dire que je devrais avoir honte, que nos parents ne sont pas éternels. Un oncle a essayé de m'appeler 3 fois un dimanche matin. Je n'ai pas répondu. Je lui ai écrit que je ne bloquais pas les emails, mais les appels, car la différence, c'était que les emails laissaient des traces. Il n'a pas aimé. Puis une tante a demandé pourquoi personne ne lui montrait les documents si tout était aussi simple. Ensuite, un cousin a raconté que Bastien lui avait aussi emprunté de l'argent pour 3 semaines, 6 mois plus tôt, sans jamais rembourser. Puis une ancienne amie de ma mère a glissé qu'elle avait déjà entendu parler d'un coup de pouce pour l'entreprise de Bastien, mais qu'elle pensait que j'étais d'accord. Les gens n'ont pas tous pris mon parti. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Certains ont continué à dire que j'avais été trop loin, que j'aurais pu laver le linge sale en famille. Mais les appels moralisateurs se sont espacés. Les phrases sont devenues plus prudentes. Quand les documents circulent, les grands discours perdent de leur force. Ma mère m'a envoyé un dernier long message. Je l'ai ouvert un soir dans ma cuisine, entre une casserole de riz et une facture d'électricité. Elle y expliquait espérer qu'un jour je comprendrais qu'ils avaient agi par amour. Ils avaient eu peur pour mon frère. Ils savaient que j'étais plus solide, que j'avais toujours été celui qui pouvait encaisser. Elle terminait en disant qu'elle ne reconnaissait plus son fils dans cette froideur. J'ai posé le téléphone sur la table. J'ai regardé ma cuisine trop étroite, l'évier avec ses 2 assiettes, la lumière blanche sous les meubles, le carreau fêlé près de la plainte. J'ai attendu 2 jours avant de répondre. Avant, j'aurais écrit tout de suite. J'aurais expliqué, justifié, supplié qu'on me comprenne. Là, j'ai laissé passer la première vague. Puis je lui ai répondu. Je lui ai écrit que ce qu'elle appelait amour, c'était m'utiliser pour éviter à Bastien les conséquences de ses choix. J'ai ajouté que je ne voulais plus de contact,
que pour les remboursements il fallait passer par l'écrit, et que je n'avais pas besoin qu'il soit d'accord avec ma limite pour qu'elle existe. Je l'ai envoyé. J'ai bloqué les appels de mes parents et de Bastien. Pas les emails, pour garder une trace, mais les appels, oui. Le premier dimanche sans repas de famille, j'ai cru que j'allais m'effondrer. C'est idiot, mais je ne savais pas quoi faire de mon après-midi. Depuis des années, même quand je n'y allais pas, je sentais la famille comme un bruit de fond. Une obligation quelque part, prête à sonner. J'avais passé tant de dimanches à surveiller mes mots, à compter les regards, à rentrer chez moi vidé, que le silence m'a presque paru suspect. Alors j'ai lavé mon appartement. J'ai frotté la plaque de cuisson. J'ai descendu les poubelles. J'ai réparé une étagère qui penchait depuis 8 mois avec 2 chevilles neuves achetées au magasin de bricolage. La voisine du dessus a passé l'aspirateur à 14h10, comme d'habitude, avec la délicatesse d'un chantier public. J'ai mangé des œufs au plat à 15h30, debout dans ma cuisine, parce que je n'avais pas vraiment faim mais que mon corps réclamait quelque chose de simple. Puis je suis sorti marcher longtemps. J'ai pris le métro sans but précis, je suis descendu vers Bastille, j'ai marché jusqu'au quai. Il faisait gris, pas le gris romantique des cartes postales, plutôt le gris humide qui colle aux manches. Des familles se disputaient doucement, des enfants faisaient de la trottinette, un couple cherchait une boulangerie ouverte. Je n'avais rien à prouver à personne pendant 2 heures entières. Pendant des semaines, j'ai eu des réflexes bizarres. Je regardais mon téléphone en pensant qu'ils allaient dire que j'exagérais. Puis je me rappelais que je n'étais plus obligé d'assister au procès permanent de ma propre loyauté. Je recevais une invitation à un anniversaire et je répondais non, sans paragraphe de défense. Un oncle m'a écrit pour me dire que je pourrais faire un effort pour Noël. Je lui ai répondu que je ne viendrais pas dimanche, ni à Noël non plus. Il a tenté de me dire que j'allais le regretter. Je n'ai pas répondu. Bastien a essayé de me contacter via un faux compte sur les réseaux sociaux. Son message commençait par me dire qu'il espérait que j'étais content, que j'avais gagné. J'ai supprimé sans répondre. Parce que je n'avais pas gagné contre lui. J'avais juste arrêté de perdre contre eux. Aujourd'hui, les remboursements arrivent encore, selon l'échéancier. Certains mois, Bastien paie en retard, et Maître Roussel envoie un rappel formel. Mes parents ne viennent plus devant mon immeuble. Ma mère envoie parfois un email très court pour dire qu'un virement a été fait. Mon père ne m'écrit pas. Je crois que son silence est sa manière de continuer à penser qu'il garde le contrôle. Je ne prétends pas que couper les ponts est simple ou propre. Ce n'est pas une scène de film où on claque une porte et où la musique démarre. C'est plus discret que ça. C'est passer devant le rayon des chocolats à Noël et se souvenir de ceux que ma mère aimait. C'est entendre quelqu'un dire que la famille c'est sacré et sentir son ventre se tendre. C'est apprendre à ne pas se justifier pendant 20 minutes quand une seule phrase suffit. Mais c'est aussi ouvrir son compte bancaire sans peur. C'est acheter un manteau sans calculer combien on devra encore prêter à des gens qui ne disent jamais merci. C'est recevoir son salaire et savoir qu'il vous appartient vraiment. C'est rentrer dans son appartement, entendre l'ascenseur fonctionner correctement, poser ses clés sur la petite table de l'entrée et ne pas avoir à absorber ce que les autres refusent de porter. Pendant longtemps, j'ai cru que ma place dans cette famille était de prendre les chocs et de rester debout pour que personne n'ait à regarder d'où il venait. Maintenant, quand un choc arrive, je regarde qui me le lance. Et si la pièce n'est construite que pour que je serve de mur, je sors avant qu'on me le balance. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.